C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. Ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans. Les titres pour démarrer. Le parti FNL proche du gouvernement s'insurge contre l'appel des évêques catholiques appelant le gouvernement à participer au prochain round du dialogue inter-burundais. Propos qui étonnent le président de la principale plateforme de l'opposition Sénarède, qui estime que le gouvernement burundais va finir par se manifester contre Dieu lui-même. Et la décision du gouvernement burundais incitant les élèves à contribuer pour les élections de 2020 inquiète la coalition de la société civile pour le monitoring électoral qui trouve que ces derniers n'ont aucune source de revenus. Et la spoliation et la récupération par le gouvernement de maisons et de certains opposants en exil, c'est bien, leur reviendront tôt ou tard. C'est l'État qui va payer cela. C'est l'analyse d'un juriste qui va se référer au cours de cette édition également sur le passé du Burundi. Voilà pour les principaux titres. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres, certains chrétiens catholiques ont très mal accueilli le message des évêques catholiques appelant le gouvernement à participer au prochain round du dialogue inter-burundais. Appel lancé le jour de Noël. C'est le constat de Jacques Bigirimana, président du parti FNL proche du pouvoir. Il affirme que certains chrétiens ont été humiliés, d'autres perturbés, alors que les évêques devraient donner un message pacifique. Je vous propose de suivre Jacques Bigirimana. Le parti FNL trouve que les évêques catholiques, étant des personnalités hautement stratégiques, ils devraient plutôt voir comment contacter physiquement les décideurs. Et ça pouvait beaucoup aider que de rire en communiqué au milieu des églises dans lesquelles se trouvent des convictions partagées. Tous les chrétiens de l'église catholique n'ont pas bien accueilli le message, n'ont pas bien accueilli le message. Il y en a ceux qui ont très mal accueilli ce message. Il y en a ceux qui ont été perturbés. Il y en a ceux qui ont été déstabilisés. Il y en a ceux qui ont été humiliés. Alors que le rôle des évêques était de donner un message neutre, un message pacifique. Le gouvernement burundais va finir par manifester contre Dieu lui-même. C'est le constat de Dr Jean Minani, président de la principale plateforme de l'opposition Sénarède, pour qui les dirigeants burundais s'opposent à toute personne qui dit la vérité. Dr Jean Minani indique que Jacques Bigirimana ne cherche qu'à sauver son poste. Je propose de le suivre. Un jour, j'ai rencontré Jacques Bigirimana. Je lui ai posé la question. Mon ami, pourquoi tu es toujours le premier vraiment à les défendre l'indéfendable, les erreurs de ce gouvernement fantoche? Il m'a dit, docteur, si vous étiez président, est-ce que vous me nommerez directeur général d'Europe-TV? Je lui ai dit non, certainement pas. Il m'a dit, tu vois, c'est pour cette raison que moi, je dois défendre ce gouvernement. Moi, Jacques Bigirimana, devenir directeur général de l'OTB, je le défendrai jusqu'à ma mort. C'est compréhensible, le langage de Jacques Bigirimana. Moi, je le comprends très bien. Vous devez le comprendre dans son sens. Il défend sa place. Comme la plupart de tous ces gens qui s'agitent. Ils oublient ce qui se passe autour d'eux. Ils ferment les yeux. Ils sont corrompus. Ils sont vendus. Ils sont achetés. Il faut comprendre dans ce sens. Alors, maintenant, ce que les évêques ont dit, est-ce que ce n'est pas la pure vérité? Toute personne responsable d'une communauté, une communauté qui est en train de s'entre-déchirer, la meilleure parole sage, c'est de dire, asseyez-vous. Asseyez-vous tous autour d'une table, discutez de votre problème. Donnons-nous la paix. Trouvez-nous la paix.
est-ce qu'ils ont mardi? Et de quoi les gens peuvent-ils se soulever? Pourquoi? Il y a de l'exagération. Donc, à mon avis, c'est devenu une habitude que toute personne qui dit la vérité, on appelle à un soulèvement, à des manifestations. Et des fois, heureusement, à Chirundo et à Chibitobe, vous avez vu, cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont répondu à ce genre de manifestation parce qu'ils ont compris qu'ils exagèrent. Ils auraient eu une raison là. Avant-hier, je disais à une personne, attendez, le pape, dans une de ses homéries, un jour, il va parler du problème du Burundi en priant pour le monde. Il va parler du Burundi en disant au Burundi, les gens sont malheureux, prions pour eux. Un gouvernement qui ne prend pas... Bon. Et il va y avoir une manifestation monstre contre le pape. Et après, quand ils auront manifesté contre tout le monde, ils ont manifesté contre tout le monde, qu'est-ce qui reste? Ils vont dire un jour, il va dire, nous avons prié sur Dieu, il ne nous a pas donné tout ce que nous voulons. Lorsque surtout les mandats vont sortir, allons dans la rue pour manifester contre Dieu. C'est tout ce qui reste. Poursuivons cette édition. C'est dommage de voir que c'est le gouvernement du Burundi qui exige aux élèves de contribuer pour les élections de 2020 alors que ces derniers n'ont aucune source de revenus. C'est ce regret est de Justine Nkuruziza, présidente de la COSOM, qui trouve que ce sont toujours les parents qui en souffrent. Pour Justine Nkuruziza, l'éducation civique devrait passer par d'autres voies. Suivez-la. C'est une contribution forcée qui n'est prévue nulle part dans le budget de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une contribution qui est donnée par les parents. Donc, je ne vois pas comment, avec cette pauvreté criante qu'on remarque dans les familles burundaises, on demande une contribution au père du ménage, à la maman, à tous ceux qui habitent dans le ménage et en plus aux élèves. Donc pour moi, je trouve que si le père, si le ménage, s'il y a contribution à demander, on devrait demander une contribution au niveau du ménage. Donc le père de la famille ou la mère de la famille. Et là, pour moi, ça suffit. Hein? Je ne peux pas dire aux gens d'arrêter peut-être la contribution, mais s'il doit y avoir une contribution, que ça soit contribution par ménage. Et là aussi, une somme modique, une somme qui n'appauvrit pas encore de plus belle le ménage. Mais sinon, aller demander au papa, donc au père, au chef de ménage, à la mère, aux enfants qui sont à l'école, c'est inconcevable. Parce que si le papa a déjà contribué, pourquoi aller demander à l'élève qui est à l'école secondaire de contribuer alors que son papa a déjà contribué? Et cet argent que l'élève va contribuer, c'est venu de la poche de son papa. Alors c'est une double contribution ou même une triple contribution. Donc pour moi, je dirais que c'est une exagération et c'est en vol. Donc ils sont en train de prendre de force la population. Justine Nkuruziza s'est exprimée également sur les biens saisis des opposants en exil. Pour cette présidente de la COSOM, ces biens leur reviendront tôt ou tard grâce au témoignage des voisins et au titre de propriété et réagit à la spoliation et à la récupération par le gouvernement de maisons de certains opposants en exil. Pour Justine Nkuruziza, c'est oublier les leçons du passé. Encore une fois, suivez. C'est vraiment une pure bêtise et une mémoire très très courte, un peu même trop. Parce que c'est vrai, en 1972, il y a des biens qui ont été spoliés, pillés, des biens des gens qui avaient été tués ou bien qui avaient été contraints à l'exil. Mais là, avec les accords d'Arusha, on avait déterminé comment il fallait récupérer ces biens. Il y en a qui les ont récupérés. Et après combien d'années? 44 ans. Et avec Feu Abbé,
Asterkana. Ça se passait très bien et on a eu la chance que le Burundi soit d'une tradition orale. Les gens voyaient ce qui se passait, mais ils se taisaient. Et même maintenant, c'est ça qui se passe maintenant. Les gens, ce sont les gens, les voisins, les parents qui n'avaient pas fui, qui témoignaient, qui disaient la parcelle là, avec une limite ici et l'autre limite là, ça appartenait à Franck par exemple. Et ce sont les mêmes gens qui témoignaient et qui dénonçaient les voleurs, ceux qui avaient spolié ces biens. Mais là, il y avait cette longue période. Mais imagine-toi que maintenant, on n'a que 3 ans. Donc de 2015 à maintenant, et les gens commencent à piller. Mais les voisins, ils voient. Les voisins, ils savent à qui appartient cette maison. Les voisins, ils savent à qui appartient cette parcelle. Les voisins, ils voient très bien qui a pris le frigo, qui a pris la cuisinière. Et ce sont les mêmes voisins qui vont témoigner comme dans le passé. Ils savent qu'au moins maintenant, il y a une grande différence parce qu'en 72, il n'y avait pas beaucoup qui avaient des titres de propriété. Je sais qu'ils sont en train de manipuler les titres de propriété, mais ça ne va pas se passer comme ça. Les biens des opposants en exil, spoliés et saisis par le gouvernement burundais seront payés par l'État. C'est un éclairage d'un juriste, Maître Armel Nyongere, président de la CAT Burundi. Maître Armel Nyongere qui se réfère également sur le passé du Burundi. Suivez-le également. C'est vraiment étonnant parce que parmi les autorités actuelles, il y a ceux qui étaient témoins ou victimes de ce qui était arrivé dans les années 72. Et c'est inacceptable qu'un gouvernement puisse prendre une décision de spoliation des biens et des personnes exilées. Parce que tous ces biens qui ont été spoliés, tous ces objets qui ont été saisis ou même abîmés par ces agents de l'État reviendront à la responsabilité de l'État. C'est l'État qui va régler, qui va payer tous ces biens spoliés. Donc, c'est vraiment étonnant aussi de voir la ministre de la Justice qui semble connaître la loi, qui donne une autorisation publique que les biens des personnes exilées seront vendus. Le journal poursuit ses dramatiques devoirs. Pierre Nkurunziza a lancé un appel aux réfugiés burundais pour qu'ils rentrent. C'est ce que regrette Bosco Kwibishatse. Il est président des réfugiés burundais du camp de Mahama, c'est au Rwanda voisin. Selon lui, l'insécurité règne toujours au Burundi. Des tueries, de nombreux cas de torture et de disparition forcée s'y observent jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose de le suivre également. C'est étonnant d'entendre le président de la République qui a lancé un appel aux réfugiés burundais de se rapatrier alors qu'au Burundi, il s'observe toujours des cas de tuerie, des cas de disparition forcée, des violations des droits de l'homme qui se détériorent toujours. Quand la paix reviendra, on le saura tous. Comme ça, on pourra retourner chez nous. Place à présent au dossier de cette semaine réalisé et produit en synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Ils étaient au courant depuis la fin de l'année 2017. Les étudiants et les élèves en âge de voter font partie des citoyens ayant le devoir de contribuer pour les élections de 2020. La récente sortie médiatique du président de la République a d'ailleurs mis les points sur les i. Les 1000 francs exigés par tête et par an peuvent être facilement gagnés, même dans des chantiers de construction. Pour l'expert en éducation, professeur Libera Niwacha Kandi, obliger les enfants à travailler pour financer les élections, c'est tout d'abord une violation de ses droits. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. La position de Pierre Nkurunziza est très grave car un chef de l'État doit faire respecter toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées par le Burundi. Oser dire publiquement que les élèves de 16 ans doivent travailler pour financer les élections est une violation flagrante des droits des enfants. Aimer son pays, le patriotisme ne se manifeste pas nécessairement
par un versement des contributions aux élections. La meilleure façon de préparer la jeunesse à aimer leur mère patrie, c'est d'abord gérer le pays dans le strict respect des lois et conventions internationales. Tous les responsables du pays, depuis la base jusqu'au sommet, doivent être des modèles irréprochables. Et c'est le cas aujourd'hui au Burundi? Je ne crois pas. Les discours de la haine qu'on entend tous les jours, les assassinats des jeunes, la corruption, etc., hypothèquent l'avenir des générations futures. Nkurunziza aurait dû donc insister sur cette réalité d'être le modèle et non anti-modèle. 1000 francs burundais qui s'ajoutent à d'autres impôts, taxes et toutes sortes de sollicitations sont énormes pour les non-salariés. Nkurunziza n'a pas été clair. Est-ce un impôt déguisé qui doit être payé par les élèves ou par les parents? Toutes ces contradictions prouvent à suffisance que la mesure est inappropriée et mal pensée, surtout que la pauvreté frappe de plein fouet les plus démunis. Rendons-nous au Gabon avant de clore cette édition. Une tentative de coup d'État a avorté ce lundi. Lundi matin, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, le commandant adjoint de la garde d'honneur de la garde républicaine, avait lu très tôt le matin à la radio d'État un communiqué indiquant la mise en place d'un conseil national de restauration de la dignité à l'absence d'Ali Bongo Ondimba, hospitalisé au Maroc. Le point avec Thierry Wigilindavi. Tout a commencé très tôt dans la matinée de ce jeudi, quand les Librevillois ont été réveillés par des tirs de sommation, alors que quelques jeunes éléments de la garde républicaine avaient pris le contrôle de la radio d'État. Un message a alors été diffusé sur les ondes pour annoncer qu'un conseil national de restauration de la dignité était mis en place à l'absence du président Ali Bongo Ondimba afin de sauver la démocratie, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion sociale. Le communiqué accusait les conservateurs acharnés du pouvoir de continuer d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Des blindés de forces de sécurité gabonaises qui n'appartenaient pas au petit groupe de putschistes ont peu après bloqué l'accès du boulevard Triomphal autour de la radio-télévision gabonaise. Un certain Kelly Ondo Obiang, qui se présentait comme commandant adjoint de la garde républicaine et président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, expliquait en outre lancer une opération dignité appelant toutes les forces de sécurité et la jeunesse gabonaise à se joindre au mouvement et à prendre le contrôle de tout endroit stratégique comme l'aéroport, la radio-télévision, les bâtiments publics, jusqu'à ce qu'ils mettent hors d'état de nuire les conservateurs qui soutiennent Ali Bongo Ondimba. Vers 11h, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale gabonaise a lancé un assaut dans la radio pour déroger les militants. Le lieutenant Kelly Ondo Obiang, qui avait pris la parole lors de l'intervention télévisée, avait réussi à fuir lors de l'assaut de l'armée à la maison de la radio. Il aurait déshabillé un des techniciens de la radio pour se déguiser en civil. Ses 4 compagnons ont été arrêtés sur le champ. C'est vers midi que le lieutenant putschiste a été appréhendé par les forces de sécurité dans une résidence située non loin de la maison de la radio, cachée sous un lit. Merci à Thierry Wigilindavi. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. À plus.